Bonjour à tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2, donc j'espère qu'il sera bien meilleur que l'épisode 2 de Star Wars, qu'on aime tous évidemment, ou presque. Donc bienvenue dans l'heure du dev épisode 2, comme je viens de le dire. Donc aujourd'hui une roadmap très chargée, parce qu'on va parler de GCP, donc si vous ne connaissez pas le terme, vous allez le connaître dans quelques minutes. Bien évidemment, on va parler de carrière, on va parler de l'emploi, un petit peu d'actu. Et moi, je serai votre dresseur de Nazgul durant cette heure qu'on va passer ensemble. Donc moi, je suis François Tonic, geek depuis 1983. Et oui, déjà, ça ne me rajeunit pas du tout. Rédacteur en chef de Programmer, de Technosaur, historien de formation et gentil animateur de conférences techno quand je ne dors pas la nuit. Alors, ce mois-ci, sur la partie actu, c'est une actu vraiment extrêmement riche, comme nous allons le voir. Beaucoup de choses s'est passé. Alors, incroyable mais vrai, au bout de 10 ans de suspense presque insoutenable, même si tout le monde avait oublié un petit peu cet épisode obscur du monde de l'informatique. Le fameux procès Oracle contre Google, ou Google contre Oracle, on ne sait plus trop, mais une décision est tombée il y a quelques heures, quelques jours, même maintenant. Et Google a gagné, et oui, la Cour suprême des États-Unis a proclamé Google gagnant. Alors c'est un gagnant par défaut, parce que quand on lit un petit peu entre les lignes, on ne peut pas dire que la décision soit très claire. Alors oui, effectivement, on peut faire un fair use au niveau des appels et du code d'une API, mais le juge n'a pas jugé bon de juger sur le fond. Donc, est-ce qu'une API peut être ou pas sous copyright et donc tomber sous le droit d'auteur? Ça, c'est la question qui va se poser dans les années à venir. Alors, c'est une bonne nouvelle, oui, mais maintenant, il faut voir comment la jurisprudence va se faire dans le fond autour de cette affaire-là. Google Oracle, très intéressant. Bon, ça n'intéresse pas forcément plus que ça nos amis les devs, évidemment. Par contre, une très bonne nouvelle, c'est la sortie de Flutter 2. Donc Flutter 2, comme vous le savez sans doute, sauf si vous êtes vraiment un newbies qui arrive dans le dev, c'est la plateforme Google pour faire du développement multiplateforme, donc jusqu'à présent essentiellement du mobile, donc de l'iOS, de l'Android si vous êtes Mazo, et Dieu sait qu'il y en a quand même sur Terre. Mais la V2 est très intéressante parce que c'est l'arrivée nativement du support du web. Donc en fait, on va pouvoir faire des applications aussi bien mobiles que web et une préversion de la partie desktop. Donc desktop Windows, macOS et Linux qui arrive aussi avec la V2 en sachant que la partie desktop ne sera en version stable que vers la fin de l'année, début 2022, mais vraiment très intéressant à suivre. Donc si vous ne connaissez pas Flutter, allez-y et consultez de toute urgence l'épisode 1 de l'heure du dev, parce qu'on avait fait une très bonne conf autour de Flutter, installation et déploiement de votre premier app Flutter. Si on revient côté Windows, Microsoft, donc Microsoft a aussi annoncé, alors c'est un petit peu une surprise, sans une surprise, mais une distribution de l'OpenJDK, donc c'est la fameuse couche Java open source, comme vous le savez sans doute. Donc Microsoft qui a sorti sa propre distribution de l'OpenJDK, alors qui est basée actuellement sur la Java 11, donc ça c'est la version actuelle, en sachant que cette JDK était déjà en prod plutôt en interne sur toutes les machines de Microsoft Cloud Azure. La prochaine version est attendue à la fin de l'année avec le support d'OpenJDK 17 qui devrait sortir aux alentours de novembre si tout va bien et s'il n'y a pas de retard. Alors, pas de choses très extravagantes parce que Microsoft, quand on lit un petit peu les Not Release, c'est quoi? En fait, ils ont repris les codes de l'OpenJDK, donc projet open source, je le rappelle. Ils ont recompilé un petit peu tout ça, ils ont optimisé sans aucun doute quelques couches et rajouté quelques patchs, comme font d'autres comme du Red Hat ou de l'Amazon pour leur propre distribution de l'OpenJDK. Donc rien de bien nouveau, mais c'est toujours intéressant de voir cela. La seule chose intéressante à noter, c'est la sortie native des architectures ARM64. Et ça, c'est très important parce que Microsoft avait annoncé en automne 2020, effectivement, un très gros travail autour de ces architectures-là. Alors, sous-entendu, effectivement, il faut comprendre que Microsoft, évidemment, supporte ces architectures au niveau de leur propre matériel et de Windows. Donc, ce n'est pas du tout anodin, effectivement, qu'ils sortent cette distrib sur ARM. Par contre, on attend toujours des nouvelles de la version pour de l'Apple Silicon, qui avait été annoncée en automne dernier. On avait eu une pré-version, mais vraiment plutôt alpha-delta. Mais pour l'instant, on n'a pas de news, alors espérons que dans les prochaines semaines,
Microsoft précise un petit peu ses plans. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle que Microsoft réinvestit un petit peu le monde Java. Autre nouveauté intéressante, c'est la diatribe, c'est la sortie de notre ami Linus, donc le fameux créateur quand même du kernel Linux, qui lui est très d'accord avec ce que fait Google autour de Rust, donc Rust, le fameux langage que vous connaissez tous bien évidemment, et Google avait annoncé il y a quelques semaines que Rust serait utilisé pour un petit peu blinder un petit peu le kernel d'Android, parce que je rappelle qu'Android est basé sur un kernel Linux. Donc on attend de voir un petit peu comment ça va se passer. Linus ne serait pas contre, effectivement, d'injecter un petit peu de Rust dans tout ça, parce qu'il considère que C++ et le C, c'est quoi? C'est de la merde, voilà. Et je le cite texto, mais il a dit ça. Bien évidemment, la communauté C++ n'est pas forcément d'accord avec lui, et moi non plus d'ailleurs, parce que le C et C++, c'est de très très bons langages. Qu'on injecte du Rust, ça peut être effectivement une idée, mais inutile non plus de tout jeter. Et avant qu'on passe à du full Rust dans le noyau Linux, il va se passer quelques années parce qu'on ne change pas de paradigme et on ne change pas de langage comme cela, surtout dans un projet aussi sensible. Autre nouveauté qui va apparaître dans quelques mois, alors sans doute vers la fin d'année, automne-hiver, c'est la sortie de Visual Studio 2022. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que Microsoft a annoncé une très très grosse nouvelle, on n'y croyait plus du tout, parce que pour ceux qui ne s'en souviennent pas, quand même, Windows Studio, enfin Visual Studio, pardon, c'est une application 32 bits. Et la version 2022, ce sera une version 64 bits. Hurrah, incroyable. Autre nouveauté qu'il ne faut pas oublier, c'est le projet open source français Scaphandre. Alors Scaphandre, moi je vous conseille vraiment de jeter un petit peu un coup d'œil dessus. Donc c'est un projet qu'on va trouver sur GitHub. En fait, c'est un projet d'instrumentation et de métrique pour mesurer la consommation énergétique de ces infras, et notamment toutes les infras autour de Kubernetes. Donc si vous ne connaissez pas, regardez un petit peu ce projet. Donc c'est le projet Scaphandre. Ça peut être très intéressant à regarder. Et enfin, pour terminer cette page actu qui est très très riche, on va parler d'une série que j'adore, c'est Mythic Quest, qui arrive en saison 2 mi-mai. Donc si vous ne connaissez pas Mythic Quest, donc c'est sur l'Apple TV+, regardez absolument cette série, c'est démentiel. Voilà. Merci, et c'est terminé pour la page actu. Alors, une petite partie matérielle quand même dans l'heure du dev, parce que tout bon dev s'intéresse au matériel. Ne pas s'intéresser au matériel, ça veut dire qu'on n'est pas un très bon dev, enfin ça c'est mon avis à moi. Donc le matériel c'est toujours important. Alors, on va faire un petit peu de rétro matériel aujourd'hui et de maker aussi, parce que j'aime bien tout le monde maker. Alors, si vous avez un Commodore 64 chez vous, donc ça je vous conseille ce petit module. Donc ça s'appelle Wi-Fi 64, donc 64 évidemment pour le C64. Ça permet de rajouter en fait le support Wi-Fi, les réseaux sans fil à votre Commodore adoré. Alors, on ne va pas surfer sur Internet, on ne va pas aller regarder des films Netflix sur son Commodore. Par contre, l'énorme avantage de ce petit module-là, donc qu'on va insérer dans le port user à l'arrière du Commodore, c'est qu'on a accès au BBS. Et oui, parce que les BBS existent toujours. Il existe des centaines et des centaines de BBS compatibles avec votre C64. Donc vraiment un module très intéressant, facile à installer, facile à configurer quand ça marche bien. Parce que j'ai eu pas mal de petits soucis avec. J'ai même dû reflasher en fait le firmware de la carte. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors c'est très intéressant. En fait, le plus compliqué, c'est de faire le port user, donc en fait de souder le PCB avec le connecteur Edge. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et ce qui est très intéressant, c'est que la carte en fait utilise un ESP32. Et pourquoi on utilise un ESP32? Parce qu'en fait, l'ESP32, on peut le transformer en virtuel modem. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il existe des dizaines de firmware qui sont compatibles avec les outils terminal qu'on va installer sur son C64. Donc, en fait, il suffit de flasher effectivement un ESP32, de le transformer en virtuel modem et on récupère une connexion Wi-Fi sur sa vieille machine, alors que ce soit un C64 ou d'autres modèles
évidemment. Ça marche avec un C128, ça marche avec un SX64. Par contre, je n'ai pas essayé avec le VIC-20, donc si vous essayez avec un VIC-20, je suis très intéressé par votre retour. Donc je rappelle que le VIC-20, c'est l'ancêtre du C64, voilà, qui était sorti un petit peu avant. Donc Wi-Fi 64, comptez entre 35 et 45 euros, frais de port compris, donc très très beau projet et vraiment très très sympathique. Voilà. Autre petit matériel que j'ai découvert, c'est un matériel plutôt maker quand même là, à ce niveau-là, qui est issu des labs de circuit MES. Donc en fait c'est un petit constructeur dans l'Europe de l'Est. Donc c'est le projet qui s'appelle Ringo. Alors Ringo, bah, pourquoi? Parce que c'est carrément un téléphone. En fait, donc on le reçoit en kit. On va jouer du fer à souder, donc il faut compter 2h30 à 3 heures pour souder tous les composants effectivement à l'arrière, pour le monter entièrement. Je vous rassure, c'est un vrai téléphone avec un vrai écran, avec de vraies touches. Alors, si l'effet démo fonctionne, voilà, et je vous montre, hein, on peut téléphoner, on peut jouer, effectivement. Comme me faisait remarquer quelqu'un au studio, oui, on peut installer un Snake dessus, on peut installer un Defender dessus, on peut hacker le téléphone parce que c'est compatible Python et c'est compatible avec les outils d'Arduino. Donc en fait, on va installer Malaboard Ringo sur son Arduino IDE et on va recoder en fait et coder des apps pour le Ringo. Donc vraiment un petit projet très très sympathique, très ludique. Pour un petit peu appréhender les montages, l'électronique. La seule grosse difficulté, c'est le temps de montage qu'il faut. Si vous n'êtes pas doué comme moi en soudure, bah, vous allez refaire les soudures quelques fois, mais à la rigueur, c'est pas très très grave en soi, mais c'est franchement très très fun. Voilà. Merci pour cette rubrique et j'espère bien vous montrer d'autres petites choses une prochaine fois. Donc, pour le focus métier, donc, nous allons accueillir Lisa. Donc, Lisa, en fait, a un profil qu'on retrouve assez souvent aujourd'hui, hein, donc plutôt à l'origine marketing web, mais elle a fait une reconversion dans le développement et elle va nous raconter un petit peu son expérience, pourquoi et comment elle est venue au dev, comment elle voit aujourd'hui le métier de dev front-end et qu'est-ce qui la passionne dans la techno et dans le code. Oui, je m'appelle Lisa, j'ai 25 ans et je suis développeur web depuis 6 mois maintenant. J'ai fait une école de commerce et je me suis réorientée après mon école de commerce sur une formation en développement web. Donc voilà, ça fait peu de temps que j'ai commencé ma formation et voilà. D'accord. Donc c'est plutôt un profil de reconversion. Oui et non, parce que le développement web, c'était quelque chose qu'on avait vu dans mon école. Donc, ça restait une de mes options en tête. Après, je suis diplômée de marketing digital, donc j'étais plus partie là-dessus à la base. Et au final, avec le Covid, tout ça, j'ai décidé de continuer, d'approfondir un peu mes connaissances là-dessus parce qu'on le voyait mais, en survol à l'école. Donc voilà, je me suis fait une petite expérience en plus, quoi. D'accord. Est-ce que tu avais une appétence pour la technologie avant de bifurquer vers le dev? Alors, la technologie, digitale, tout ça, oui, parce que c'était en partie pour ça que le marketing digital me plaisait, c'était pour tout le côté digital. Après, je n'étais pas une geek à proprement parler. Je passais pas mon temps à créer mes petits codes depuis toujours. Non, je connaissais pas du tout l'existence du développement web avant de faire mon école. Et c'est plus en le découvrant et en voyant que c'était pas juste quelque chose de très arrêté. En fait, je pensais que c'était à la base très théorique et pas assez créatif pour moi. Au final, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était un travail qui était vraiment très créatif aussi. Et du coup, ça m'a plu et du coup, j'ai décidé de me réorienter un peu là-dessus. D'accord. Et en fait, est-ce que ta nouvelle carrière, c'est vraiment dû au Covid ou est-ce que c'est vraiment en faisant ta formation de marketing digital qui t'a incité vraiment à te réorienter vers le dev web?
Non, je pense que c'est plus mon école qui m'a poussé là-dedans, qui m'a un peu fait découvrir en fait l'univers et fait faire des tests un peu sur des sites internet. Donc, je pense que c'est à partir de là que ça m'a plu. Et après, j'ai jamais trop pensé à sauter le pas de mon côté. Et je pense que le Covid, ça a été l'opportunité de me dire que j'avais le temps de continuer à faire un peu d'études et à découvrir d'autres choses. Donc voilà, je pense que c'est un peu des deux, mais beaucoup plus ce qui m'a donné envie, les cours à l'école. D'accord. Et donc aujourd'hui, ça se passe comment ou comment se structure ta formation? Alors, je suis chez Open Classroom en alternance. Donc, je suis la moitié de la semaine en entreprise et l'autre moitié en formation en ligne. Donc, globalement, du lundi au jeudi ou au mercredi à peu près, je travaille avec mon entreprise, donc qui est une entreprise d'investissement immobilier. Et, euh, et ensuite, le jeudi, vendredi, en général, je fais des cours sur Open Classroom. Je fais des projets, je crée des projets, je dois les valider, passer des soutenances, ce genre de choses pour faire un peu la formation crescendo, quoi. D'accord. Euh, et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Est-ce que c'est le côté entreprise? Est-ce que c'est le côté formation en ligne? C'est la motivation parce que on sait très bien que le métier du dev ou tout métier technique dans l'IT, c'est jamais facile, surtout lorsqu'on n'est pas sur place. Quel est un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça? Alors, le plus dur, je pense, c'est plus au niveau du timing en fait entre la formation et l'entreprise, parce que bah ça fait déjà depuis novembre que je suis en alternance, et puis bah l'entreprise a besoin de plus de compétences, on va dire, ou plus de validation du côté de la formation que c'est le cas. Donc, je trouve qu'il y a un peu un décalage entre les deux, donc c'est pas évident. Et surtout aussi essayer de manager son temps, quoi, parce que c'est quand même des projets à faire avec Open Classroom, c'est quand même des projets qui sont assez difficiles. Donc voilà, enfin, le plus difficile, c'est ça, essayer d'équilibrer en fait entre la vie de travail et la formation. D'accord. Alors, ce que l'on dit souvent, effectivement, aux développeurs, c'est que il faut faire un travail de veille, il faut lire les docs, évidemment, il faut faire de l'auto-formation. Euh, Est-ce que tu fais ça aussi? Est-ce que tu as de la curiosité en dehors de tes formations, que ce soit dans l'entreprise ou côté cours en ligne, de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, de tester toi-même des outils ou des nouvelles technos? Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours été assez curieuse de nature, pas seulement pour le développement web, mais pour tout en général dans la vie. Donc, je lis pas mal d'articles. Je fais des articles aussi chez Excelsior. Et voilà, je m'informe tout le temps, constamment, des nouvelles technologies, des avancées, des changements qu'il y a, parce que bah, le développement web d'une année à l'autre, il y a des choses qu'on n'utilise plus ou moins, il y a des choses qui se remplacent par d'autres, donc ça évolue constamment. Et si on reste pas au courant, on est vite dépassé par l'envergure des choses, quoi. D'accord. Euh, donc en fait, tu te destines plutôt au développeur web en front-end ou plutôt en back-end? Non, front-end. Je En suis front-end. plus le côté, pas petit joueur, mais le côté un peu plus créatif et Hmm, moins matheux, on va dire. ouais. Bah, en fait, dans le front-end, ce qui te plaît, c'est quoi? C'est de mêler un petit peu le code, c'est le design, c'est de mêler les deux, Ouais, c'est tout. C'est la construction. ouais, d'accord, c'est ça en fait. Ouais, ouais, vraiment la construction en général, de me dire que de A à Z, c'est moi qui l'ai Hmm, fait pas à pas, de voir tout ce qu'il faut faire pour en arriver jusque-là. Enfin, le cheminement est quand même assez incroyable quand on rentre des hmm, choses enfin, on écrit des choses dans un fichier de code qui n'ont aucun sens littéraire, quoi, et on en finit par créer quelque chose avec des couleurs, avec des formats, avec des photos. Enfin, c'est assez dingue, quoi. d'accord. Donc, dans quelques mois, ta formation prendra fin, je présume. Euh, Comment tu te projettes dans ton futur job de dev web?
Alors à la base, j'avais pour idée de faire cette formation pour un peu enrichir un peu mon CV déjà. Et moi-même, je pensais plus faire ça en freelance plutôt que dans une entreprise de base. Après, c'est à voir avec les opportunités, avec mon travail, avec mon entreprise aussi, parce que peut-être que je resterai. Mais voilà, le but, c'était vraiment de pouvoir proposer mes services en freelance parce que j'avais créé une petite entreprise de marketing après l'école avec des copines et on proposait un peu nos services à la carte et le fait de créer des sites internet en CMS, ça me plaisait pas vraiment parce qu'il n'y a pas d'amplitude, on peut pas faire exactement ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai voulu apprendre à tout faire moi-même, quoi. D'accord. Et ce côté freelance, c'est pourquoi? C'est pour garder ton indépendance et faire les projets qui te plaisent un petit peu, c'est ça? Déjà, la seule chose qui me gêne un peu dans le fait d'être employé dans une entreprise en développement web, c'est que au début, oui, on partage, on vit beaucoup sur la création du projet, Mm. etc. Mais très vite, ça devient juste de la maintenance et de la mise à jour. Et voilà, des tâches qui sont pour un développeur web pas du tout enrichissantes parce que je pense que si je parle au niveau de tout le monde, tous les développeurs, on cherche la créativité, la nouveauté, à créer des choses en Mm. permanence et Mm. la routine, c'est clairement pas Mm. quelque chose pour les web développeurs Mm. parce que c'est trop ça rentre trop dans une case et nous ça nous va pas quoi. Donc moi Mm. je savais que faire de la maintenance et des mises à jour ça Mm. m'intéresserait pas quoi. Mm. Après, c'est vrai que quand on bosse dans des ESN ou dans des entreprises, tu as toujours une partie de maintenance au bout du compte et puis une partie de créa pure. Mais même quand tu es en freelance, à mon avis, tu risques aussi de faire un petit peu de maintenance, non? Oui, bien sûr, mais ce sera sur plusieurs projets, des projets Hmm, différents. Donc, d'accord. je pourrais au moins alterner Hmm, entre des projets, hmm, tandis que dans une entreprise, c'est toujours sur le même. hmm, hmm. Je pense qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Enfin, de ce Ouais, que je vois de ouais, mes ouais. amis qui sont développeurs web, Hmm, voilà, ils ont qu'une hâte, hmm, c'est de se mettre en freelance parce que hmm, c'est plus enrichissant personnellement. hmm. D'accord. Sur le marché de l'emploi, alors même si ton ambition, effectivement, on a bien compris, c'est d'être vraiment mon freelance, est-ce qui te fait peur suite effectivement à ce qui se passe aujourd'hui, aux tensions, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup en ce moment de développeurs débutants ou des nouveaux arrivants aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur ou c'est une motivation en plus pour toi d'être encore meilleur dans ton job? Non, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je sais que la situation, elle est assez propice au métier de développeur web et aux métiers digitaux Mm, en général parce que aujourd'hui, on n'a plus trop le choix que de passer que par le digital. mm, Donc non, ça me fait pas peur. Je sais qu'il y aura mm, toujours des opportunités dans ce métier-là, mm. contrairement au marketing, du coup, où là, j'avais un peu plus peur. Ouais. Mais, euh, mais non, les nouveaux arrivants, honnêtement, je pense que c'est mieux d'avoir une communauté parce que le fait de se tenir à jour tout le temps, c'est plus simple si on a une communauté, si on discute avec des gens, si on Mm, s'envoie les nouveautés, si on se tient à jour un peu mutuellement. mm, Je pense que ça renforce mm. un peu les liens aussi qu'il y a et, et ça peut un peu casser les Mm. préjugés du développeur web. C'est un geek qui passe sa vie enfermé dans le noir sur son ordi, quoi. D'accord. Euh, donc, toi, je crois que t'es pas sur Paris, donc t'es plutôt en province, c'est ça? Oui, je suis à Oui, Lyon. d'accord. Euh, Comment tu sens le marché à Lyon? Est-ce que pour toi, c'est vraiment rester dans Lyon, mais sa périphérie, ou c'est d'aller aussi un petit peu dans les départements un petit peu autour, parce qu'il y a pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est Lyon qui chapeaute tout, en fait, dans ta région. Alors oui et non, parce que les gros sièges d'entreprise, généralement, ils sont plus aux alentours de Lyon. Je pense au siège de Blédina, par exemple. Mm, Enfin, vraiment, il y a pas Panzani qui est en centre-ville, mm, mais sinon, les grosses entreprises, elles sont en général aux alentours et il faut être véhiculé pour mm, pouvoir y aller.
Mais après, moi, c'est pas mon domaine de prédilection, les grosses entreprises. Je préfère travailler dans des petites structures parce que je trouve ça, encore une fois, plus enrichissant au niveau de la personne. C'est plus humain et on travaille beaucoup plus étroitement sur le projet. Du coup, moi, ça me convient. Lyon, je sais qu'il y a toujours du travail, qu'il y a toujours des startups, des choses qui se créent, des choses en évolution. Enfin, c'est une ville qui est assez dynamique, même si c'est pas Paris. C'est quand même une grande ville et il y a pas mal de projets qui se créent tout le temps. Donc, j'ai pas peur de manquer de choses à faire. D'accord. Alors, si on se projette effectivement à 3-5 ans, alors même si bon, en ce moment, c'est pas toujours évident, donc tu te vois être dev web encore dans 5 ans, évidemment. Oui, alors moi, je pense que si si j'ai décidé de m'orienter là-dessus, c'est pour le garder, bien sûr. Après, en faire mon activité principale, je sais pas, parce que ça prend énormément de temps. Il faut avoir énormément aussi de clients en freelance pour pouvoir être un peu rentable, quoi. Et, et voilà, après, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais j'aimerais bien lancer mon activité petit à petit et garder ce côté-là en freelance de côté parce que j'ai mon statut auto-entrepreneur. Donc, de toute façon, je pourrais toujours faire des missions à côté et faire un autre métier à côté. Je sais pas. J'aimerais bien garder ça un peu sous le coude, quoi. D'accord. Ok, très très bien. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu as des conseils à donner en fait, est-ce que tu as des choses que tu as fait, mais que tu vois maintenant comme des erreurs? Voilà, en fait, est-ce que tu aurais effectivement quelques petits conseils comme ça à donner pour celles et ceux qui voudraient se lancer ou se réorienter? Alors, ce qui m'a le plus appris, je pense, c'est d'aller chercher l'information de moi-même, de me former moi-même au début, d'aller sur des sites comme Graphic Art, Open Classroom, où il y a ou même Udemy, où il y a des vidéos gratuites, où on peut apprendre pas à pas à créer un site internet. Je pense que ça m'a vraiment mis le pied dedans et ça m'a vraiment beaucoup appris. Après, ma formation Open Classroom m'apprend aussi, mais différemment, plus dans la structure et dans l'efficacité et un peu optimiser le temps que je passe sur un projet, quoi. Donc, c'est deux choses différentes, mais je pense que c'est bien aussi de ne pas se lancer juste dans une formation en se disant il faut que j'ai un papier, il faut que j'ai un diplôme là-dessus, sinon je pourrais pas travailler là-dedans parce que aujourd'hui le métier de développeur web il se construit principalement en autodidacte et les entreprises sont beaucoup plus aptes à regarder des projets sur un portfolio plutôt que se dire bon ben voilà il a fait une formation, elle est reconnue par l'État. Enfin, ce qui marche pour le marketing ne marche pas pour le développeur web, quoi. D'accord, ok. En tout cas, un grand merci à toi. Et puis j'espère que ta formation se passera bien. Merci. Alors, dans l'heure du dev, qui dit heure du dev dit dev, évidemment, c'est dans le titre. Donc pour cet épisode 2, alors après avoir parlé de Flutter, nous allons parler de GCP. Alors GCP, c'est le douce abréviation de Google Cloud Platform, et oui, parce qu'on oublie souvent que Google fait aussi du cloud public et aime beaucoup le développeur, même si parfois ça se voit pas trop. Donc GCP, c'est une plateforme très intéressante, on oublie souvent d'en parler et pourtant elle est très très riche et en quelques années elle a su quand même trouver sa place. Donc pour nous en parler et pour nous montrer un petit peu comment on va faire de l'usage de GCP dans ses développements et notamment dans le déploy d'applications vers le cloud de ces projets, j'accueille Thibaut. Donc Thibaut, tu travailles à Zenica, donc une belle boîte de développement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de déploiement d'applications sur GCP. Écoute, je te laisse la parole. Et bonne session, donc live coding durant 25-30 minutes. Et après, on se retrouve pour quelques questions après ça. Très bien, c'est ça. Merci beaucoup, François. Alors, l'idée, là, ça va être maintenant de vraiment faire étape par étape le déploiement et la création d'une application vraiment from scratch. Donc, je vais prendre du Spring, parce que c'est là je suis plus à l'aise, donc on ne va pas non plus se mettre des challenges un peu partout.
Et on va déployer l'application dans Google Cloud, ou qui s'appelle aussi Google Cloud Platform. Parfois, j'utiliserai les deux noms, l'acronyme, il ne faudra pas s'offusquer, il n'y a pas de souci. Alors, première chose à faire, déjà, on va aller sur la console, hop, console GCP. Donc en fait, vous avez une interface, il faut vous connecter avec un compte. Donc moi, j'ai mon compte entreprise, donc ça reste pratique. Hop là, ça c'est bon. Et du coup, il faut avoir un compte Gmail, ou vous avez aussi votre propre compte entreprise, ça, il n'y a pas de souci. L'idée, ça va être de créer un projet. Pourquoi? Parce que du coup, dans un projet, vous allez pouvoir y déployer vos ressources, et ces ressources vont tourner sur les mêmes serveurs que Google utilise au quotidien pour avoir google.com et tous ces autres outils, YouTube, etc. Donc vous avez quand même la puissance de Google pour vos projets de façon assez simple. Alors là, l'idée, ça va être de créer un projet. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'interface, on clique sélectionner un projet, et je choisis un projet. Je vais l'appeler par exemple programmer live coding avec un acronyme. Vous voyez, j'en suis pas à mon premier coup d'essai, vous pouvez voir mon écran. Donc 04, on est le 20. Voilà, comme ça j'ai bien un nom unique, je suis content, je pourrai le retrouver facilement. Et tout se déroule dans la console? Tout va se dérouler dans la console actuellement. Après, on va passer dans la partie code avec un IDE, et là on va écrire du code, et ensuite on le déploiera dans l'application. Mais là, effectivement, on est dans la console pour l'instant sur le navigateur. Je ne suis pas en train de faire du code, je suis en train de configurer mon environnement. Okay. Et tu conseilles Chrome? Alors, bon, du coup... Joker. Joker. Chrome, en fait, c'est celui qui a le moins de bugs avec la plateforme, bizarrement. Ouais. Naturellement, on va dire, j'aime bien parfois prendre Safari. Bon, voilà, je sais. Mais en tout cas, il y a des petits bugs d'affichage parfois, enfin bref. Là, vous voyez maintenant, on a créé notre projet, donc sous Chrome. Et l'idée, ça va être simplement d'utiliser quelques outils de Google. Donc, le déploiement, on va utiliser le petit serverless de Google à la mode, Cloud Run. On va pouvoir déployer un conteneur from scratch, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai plus pendant le temps de déploiement, on aura un petit peu de temps d'en discuter. On va builder avec Cloud Build, un petit peu l'équivalent de CircleCI par exemple, mais autant être honnête, autant être transparent, en beaucoup moins abouti, c'est encore assez, on va dire, au début. Et on va pusher l'image, notre image qu'on va vouloir déployer, dans Container Registry, qui est le conteneur registry de GCP. Donc vous en avez un pour votre projet, donc vous pouvez y mettre vos images et les récupérer comme vous voulez. Et c'est quoi comme conteneur? C'est de type Docker ou c'est du propre à GCP? Alors c'est un conteneur Docker, un OCI container pour prendre le vocabulaire maintenant cloud natif, on va dire. Et l'intérêt, ça va être soit de générer un Dockerfile, donc pour générer votre image, vraiment votre image Docker, ou alors d'utiliser une autre solution qu'on verra ensemble, parce que c'est plus simple, pour avoir une image qui puisse exécuter dans GCP. Mais clairement, Cloud Run, la portabilité est assurée, c'est du Knative, donc vous pouvez déployer n'importe quelle image, tant que vous avez, c'est compatible après avec un serveur Kubernetes, sur lequel vous avez installé également Knative. Et parce qu'une application sans base de données, c'est toujours un petit peu limité, on va s'amuser à utiliser la base de données documents de Google, qui s'appelle aussi Firestore ou Firestore in Datastore Mode. Donc quelle est la différence? On a Firestore en mode native, qui est plutôt là pour faire les applications mobiles, synchronisation offline, ce genre de choses. Et après on a la Firestore en mode Datastore, qui est plutôt là pour les applications client-serveur classiques. Donc ça c'est du relationnel ou c'est du plat ou... C'est du document. D'accord. Base document, équivalent, on va dire, comme Mongo. Donc là, pardon, j'ai été un petit peu vite, j'ai sélectionné en mode Datastore, et là il faut choisir une région, parce que vous devez choisir un endroit physique dans lequel vos machines vont contenir vos données. Donc moi je vais prendre l'Europe, j'aime bien quand je fais mes démos utiliser une région en Europe. Donc le temps qu'il crée, on va faire d'autres choses en parallèle. Avec GCP, toujours pareil, vous avez ce qu'on appelle le Cloud Shell. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une machine virtuelle qui vous est dédiée, que vous pouvez démarrer, qui contient 5 Go persistantes et dans laquelle vous avez déjà le SDK de Google installé pour interagir avec votre application, enfin votre environnement GCP, pardon. Et GCP fonctionne par API. Donc pour activer par exemple l'API Cloud Run, pour activer l'API Cloud Build, l'API Container Registry, on va exécuter une petite ligne de commande. Oh pardon. G-Cloud Services Enable. Et donc il suffit de connaître les noms, ou alors on peut le faire avec l'interface directement. API.com. On active aussi l'API, pardon, il m'a perdu le focus, Container Registry.Google APIs.com et enfin l'API Cloud Build.Google APIs.com. Si je ne me suis pas trompé, tout s'est bien passé. Donc là, il me demande simplement en mon nom si je peux interagir avec les API Google. Oui, tu peux, aucun souci. Donc là, clairement, on voit que j'ai mal tapé une commande, comme par hasard.
J'ai Cloud Services Enable, run.googleapis.com, containerregistry.googleapis.com et cloudbuild.googleapis.com. Et apparemment, il ne veut pas prendre le container registry. Hop, c'est Google, j'ai écrit Google APLS. Tant pour moi, difficile à détecter. On peut continuer. Donc on laisse activer les API. Maintenant qu'on en est là, on va passer côté développement, on va reprendre en main l'application, et donc, je vous l'ai dit, plutôt à l'aise avec une application Spring. Donc je prends mon IDE préféré, IntelliJ, pour le coup, VS Code 2022 pourra toujours espérer me capturer, mais là, il en faut du chemin. Donc on va démarrer un nouveau projet avec IntelliJ. Donc je vais démarrer un projet Spring en Java 11. Alors, je vous ai dit, on va pouvoir déployer l'application dans Cloud Run, dans un conteneur, donc ça veut dire qu'on est maître du runtime qu'on veut utiliser, mais parce que je vais utiliser une solution fournie par Google aussi, qui va me builder mon image pour moi, je vais partir sur une version qui est supportée, donc la Java 11. Mais j'aurais très bien pu prendre une Java 15 et faire mon Dockerfile si j'avais voulu. On en reparlera. Alors, comme par exemple maintenant je crée un projet Maven, donc zenica.programmer par exemple. En termes de démo, on peut l'appeler GCP Live Coding. Pour le type, c'est du Maven, on fait du Java, le packaging c'est du jar, Java 11, parfait. La description ne va pas la changer, le name il va bien, je passe à la suite. On va exposer des données hébergées dans la base de données Datastore de Google. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de l'API Spring Web. Donc je vais pouvoir exposer les données. Et pour les récupérer et les stocker, je vais aussi manipuler l'API de Google. Donc je prends aussi le support GCP que je vais ajouter à mon POM. On passe à la suite, on renomme par exemple en programmer-gcp live coding-4, hop, je termine tout ça et je vais laisser maintenant tranquillement l'IDE importer et manipuler mon application. Donc là vous voyez il y a plein de choses qui se passent à l'écran, c'est le temps que l'IDE se mette en marche, parfait. Donc là j'ai mon projet qui a été généré. Donc là j'ai utilisé le Spring Initializer, très pratique pour générer un projet from scratch avec Spring, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça, c'est extrêmement, on va dire, agréable. Première chose à faire, vous allez dans le POM, donc votre gestionnaire de dépendances Maven, et nous allons y rajouter une dépendance. Donc par défaut, je ne sais pas encore pourquoi, mais Spring Initializer ne permet pas directement d'avoir en dépendance le support pour Datastore de GCP. Il faut l'ajouter à la main. Donc c'est ce qu'on va faire, on ajoute une dépendance avec Maven. Donc la dépendance est spring.cloud.gcp.starter.data. La recherche, elle n'est pas très aboutie, ça pour le coup. .datastore, normalement, voilà, je l'ai ici. Spring Cloud Starter Datastore, hop là. Je supprime la version, j'en ai pas besoin. Elle est portée automatiquement par le fameux Bill of Material qu'on peut voir ici, qui vous importe toutes les dépendances de Google dont vous avez besoin. On n'oublie pas de faire l'import Maven. Et parce que j'aime bien garder mes fichiers propres un maximum, si j'ai des dépendances qui ne servent à rien, je peux les supprimer ici. Hop là. Spring, Cloud, GCP, Datastore. Et je pense qu'avec il va bientôt télécharger la dépendance, ça devrait pas tarder à arriver. Maintenant, prochaine étape. Donc on va vouloir déployer créer notre application. Donc, ce qu'on va faire, on va dans le code, on se promène dans les packages, et je vais rajouter une entité que je vais appeler par exemple message. Donc je n'ai pas été très inspiré. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse simplement un upload de messages et une récupération de différents messages. Pas d'authentification, on reste simple. En fait, ton application, moi, elle ne change pas très fondamentalement. Ça reste un codage classique. De ton application, tu n'as que quelques appels et ton mode de production qui va changer, c'est tout. Tout à fait. L'application, ce qui est bien, c'est que l'expérience développeur, elle n'est pas du tout impactée. Votre application, vous la créez de la même façon. On n'a pas de support de framework un peu particulier comme on pourrait l'avoir avec d'autres systèmes. Là, c'est vraiment, vous codez votre application, vous allez simplement l'exécuter dans un environnement de production qui permet de faire ça facilement. Et ce qui change, c'est éventuellement ta couche d'accès aux données, c'est tout. Alors en fait, ça peut changer tout à fait, mais avec Spring, on va voir l'abstraction que Spring nous fournit, et justement, on verra que on est presque agnostique de ce genre de phénomène. Donc là, je vais créer une classe Java. Ma classe Java, je vais l'appeler message. Donc ce seront mes entités. Donc maintenant, en termes d'entité, il faut la noter telle quelle pour que le projet de Starter GCP puisse la retrouver. Donc @entity, et c'est bien ce qui me semblait. Pour l'instant, j'ai des problèmes pour récupérer mes dépendances sur mon ordinateur. Très étrange.
je vais réimporter la dépendance. Je pense que ça sera plus simple. Hop là. Tac. Donc on disait spring.cloud.gcp.starter.data. Et il veut, bon, on va prendre celle-ci, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Hop là, on va revenir dans mon fichier. Ah là là, les problèmes d'internet, hein, c'est toujours un peu ça. Et surtout lorsque ton IDE il doit charger au fur et à mesure les libres qu'il te faut, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Hop là, je prends celle-ci, ici. Est-ce qu'il me propose quelque chose? Alors c'est Spring. Ah, mais c'est de ma faute, c'est parce que je mettais des points au lieu des tirets. Bon voilà, le problème est toujours entre le clavier et la chaise. Problème résolu, on va pouvoir Donc c'est enfin le développeur avancer. en fait à la cause, voilà. Donc Bon, c'est tout ce que le vrai effectivement, problème avant... du code, c'est le développeur. Donc bon, il faut faire un arrow sur le dev en fait, voilà. Bon, à quoi ça sert? Avant de critiquer l'ordinateur. Et IntelliJ qui m'a jamais déçu pour l'instant, je vais me remettre en question d'abord. Donc, reprenons notre entité message. On va pouvoir la noter Comme par quoi, at. tu aurais dû utiliser un Android de Studio. Voilà. Effectivement, ça aurait peut-être pu m'empêcher des soucis. Alors, ici, reprenons. Donc maintenant, j'ai enfin une entité, et là, on va importer une entité, tout comme, pour ceux qui sont familiers avec Hibernate et les bases relationnelles, vous avez aussi le projet Spring Data, qui vous permet une abstraction de votre modèle relationnel, de votre système de stockage. Donc, il y en a qui sont habitués à utiliser atentity, sauf qu'il vient du package Javax Persistence. Là, on n'est pas en train de prendre atentity, on est en train de prendre le entity de GCP. Donc on fait attention à ces petites subtilités, ça peut surprendre au début au niveau des imports. Comme toute bonne, on va dire, entité qui se respecte, elle doit avoir un identifiant. Donc je vais annoter un champ par @id. Là, je peux prendre l'identifiant porté par le projet Spring Data, c'est compatible. Je lui mets un champ privé de type long. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'envoie nul à Datastore, il est capable de me générer un identifiant tout seul. Donc moi, en général, dans mes applications, j'aime bien maîtriser mes identifiants, mais là, pour aller un peu plus vite, on va se permettre d'être un petit peu plus flexible et envoyer nul, Google fera le reste. Ensuite, je vais avoir un champ. Donc là, on va l'appeler par exemple body, ce sera l'attribut qui va contenir le corps de mon message. Et je peux aussi m'amuser à le renommer. Donc avec une annotation @field par exemple, name égale, et je peux dire, bah, moi en fait, dans ma base, je veux qu'il s'appelle message body. Et enfin, private, je ajoute par exemple une date, instant, ici, qu'on va appeler creation date. Hop là. Ensuite, un constructeur, très simple, pour lequel on va prendre uniquement le body en entrée. L'identifiant, on le laisse nul, Google va le générer pour nous, Datastore va le générer pour nous, pour être exact, et on n'a plus qu'à affecter notre creation date à instant.nao. Ce code n'est pas testable, on est d'accord, mais encore une fois, c'est pour aller un petit peu plus vite droit au but. Et parce que je connais la suite de cette session, je vais vouloir exposer directement mon entity, donc je n'ai plus qu'à rajouter les getters automatiquement pour une exposition, une sérialisation via Jackson de façon automatique. Pour y accéder, on bénéficie de Spring Data. Donc en fait, on va se générer une interface qui va s'appeler Datastore, message, repository. Repository par exemple. Hop. Et pour aller plus vite, Spring nous met à disposition des interfaces. Alors, le projet Starter GCP nous met à disposition. On peut étendre l'interface qui s'appelle Datastore Repository, qui est générique et qu'on doit typer par rapport à notre entité et son type de clé primaire. Donc, mon entité, c'est un message et la clé primaire, c'est un type long. C'est tout. Spring, à l'exécution, il va générer les proxys, il va se débrouiller, il va faire mon code. Moi, j'ai plus rien à faire ici. On va l'exposer. Pour l'exposition, comment ça fonctionne? Je vais me créer un contrôleur que je vais appeler par exemple message controller, que je vais annoter par @requestController, pour dire que c'était un contrôleur qui va exposer les données, @requestMapping pour lui mettre le préfixe /messages. Voilà. Comme ça, on aime bien souvent avoir accès à notre entité en mode RESTful, on a /messages pour la ressource message, etc. Deux expositions, une pour créer un message et une pour les récupérer. @postmapping, public void, une méthode qui va faire par exemple create message, qui prend en entrée quelque chose qui vient de la requête, donc un request body, format chaîne de caractères, ne nous embêtons pas avec le JSON pour l'instant, qui s'appelle message body par exemple.
Pour l'implémentation, je vais me créer un objet message qui va prendre en entrée le message body, c'est le constructeur qu'on a créé ensemble, et je vais demander à mon repository, donc mon message repository, que je vais créer après, .save de mon entité message. J'utilise mon IDE pour me faciliter la vie, je vais créer le field message repository de type datastore message repository, hop. Et ensuite, je vais me créer un constructeur dans lequel Spring pourra injecter la dépendance qu'il va trouver dans l'application. Toujours optimiser les imports, très important, le petit refactoring de code. Et enfin, dernière exposition de nos objets, le getMapping par exemple, ici, dans lequel on va faire un public, un iterable de message, parce que je sais que l'API Datastore me renverra un iterable, read all, pourquoi pas. Je vous l'ai dit, les noms, c'est pas forcément mon fort. Et là, je vais simplement retourner mon datastore. Alors, je l'ai appelé message repository.findAll. Voilà. Là, c'est plus ou moins terminé pour le code Java. J'ai une application qui est capable de se connecter à une base datastore sur GCP et il exposait mes entités via une API REST. Donc rien de bien compliqué à la base. Hein. Rien de bien compliqué. Si je peux le faire, on peut tous le faire. Sans commentaire. Ensuite, j'aime bien organiser un petit peu mes répertoires. Donc, par exemple, je vais supprimer des fichiers qui ne me servent à rien. Je vais ici renommer mon properties en YAML. J'aime bien manipuler le YAML, même si là, il n'y a pas grand intérêt. Et là, par contre, j'avoue que depuis le début, c'était un petit peu libre. On va devoir respecter le contrat à Cloud Run. La seule demande forte qu'on a, c'est qu'on doive écouter le port qui vient d'une variable d'environnement qui s'appelle port. D'accord. C'est la seule contrainte qu'on a. Souvent, c'est 80-80, mais il se peut qu'on change. Donc, pour faire ça avec Spring, c'est très simple. Je définis une variable d'environnement au format YAML. Je demande le YAML et je fais du format properties. Server.port, qui est la variable d'environnement, qui est la property que Spring demande pour exposer l'application. Et donc, je peux lui donner un $accolade port en disant Spring saura l'injecter depuis l'environnement. Et vu que je suis en local, je peux aussi dire 2.8080. Si je ne veux pas impacter mon environnement local avec une variable d'environnement que je n'ai pas envie de gérer, je dis simplement un fallback value 8080. On a tout ce qu'il nous faut. Je pense qu'on peut démarrer l'application rapidement. Ça ne va pas prendre longtemps. Ah, il manque encore une petite dernière chose. Hop, je vais vite le faire avant qu'il arrive. Je me suis connecté avec un nouveau projet que j'ai appelé Programmer Live Coding 2021-04-20. Il faut qu'en local, je le fasse aussi. Pourquoi? Parce que du coup, le starter GCP est capable, à partir de mon environnement local, de se connecter à l'environnement cloud. Donc même en local, je peux aussi contacter à l'environnement sur GCP et interagir avec ma base directement là-haut. Donc faire une sorte de connexion hybride entre ton on-premise et ton service cloud. En fait. Tout à fait, c'est ça. Et pour faire ça, il faut connecter notre SDK Google en local sur le projet qu'on a créé ensemble. Logique. Donc gcloud, la commande de Google que vous avez vue dans Cloud Shell, que j'ai aussi installée dans mon environnement, sur mon ordinateur. Je vais configurer les variables dont gcloud config, set, pour dire je vais setter une valeur, core/project, et là je vais mettre la valeur programmer live coding-2021-04-20. Et tous les crédentials sont indiqués dans ton projet. Les credentials, dans mon projet, il n'y a rien indiqué, parce que justement, les credentials, on hérite pour la connexion à la base de données de ce que Google fournit dans l'environnement d'exécution. Okay. Donc en local, c'est mon compte admin. Sur GCP, ce sera le compte qui exécutera le service Cloud Run. Donc là, j'ai configuré correctement la plateforme. Je n'ai plus qu'à, encore une fois, lancer le nouveau démarrage, le nouveau déploiement de notre application. Et j'ai... Décidément, aujourd'hui, il a décidé vraiment de m'embêter. Spring Application, Datastore Message Repository. Donc, si vous faites déjà des projets cloud, rien de bien nouveau, on le trouve aussi bien avec de l'Amazon qu'avec de l'Azure et d'autres. On est vraiment dans des domaines vraiment très très connus et très classiques. Encore une fois, problème de dépendance, j'avais pas pris la dépendance -starter, j'étais un peu vite. Et donc quand on n'a pas de -starter, on n'a pas l'autoconfiguration qui est censée nous apporter toute la stack Spring Boot. Oui, donc en fait, il ne fait pas de vérif effectivement à la volée. Non. Il le fait après coup. C'est ça. D'accord. C'est la contrainte aussi des proxys, c'est qu'en fait il fait ça à l'exécution et donc on a le retour, si notre code est bien configuré, à l'exécution de la plateforme. Donc là vous voyez, j'ai changé la dépendance, j'ai bien pris le starter et donc il a auto-configuré mon application et il m'a bien configuré le repository que tout à l'heure m'indiquait manquant.
Comment est-ce qu'on fait pour tester? Une requête curl toute simple, donc par exemple xpost, dans mon serveur localhost que j'ai démarré sur le port 8080. Mon API c'est /messages. Je lui passe le header, pour bien avoir par exemple en header content-type plain/text. Text/plain, plain/text, d'un coup j'ai un doute dans le format. Plain text, je pense. Ouais. Et le contenu, par exemple, my first message. Pourquoi pas? Si j'exécute cette requête-là, de toute façon, on va vite le voir si c'était la bonne valeur. Là, je retourne dans mon navigateur. Je navigue dans mon projet /messages. Et c'était bien le bon format, parce que là, j'ai bien le body de mon message qui s'affiche correctement. Donc en local, tu l'as dit, en environnement hybride, je suis connecté à mon data store sur le serveur. D'ailleurs, dans quel état il est, on peut aller le voir. Alors ça, c'est pas encore très mûr de la part de Google. Il faut rafraîchir la page quand on vient de créer une entité. C'est un peu dommage, il n'y a pas de refresh automatique dessus. Au début, on peut marteler le bouton, ça ne marche pas. Et là, je vois clairement sous mes yeux ébahis que j'ai bien réussi à poster un document dans ma base data store. Donc, on a créé une application Spring Boot, on est connecté en local sur l'environnement cloud. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le déploiement sur Cloud Run. En espérant que cette fois-ci, je fasse moins d'erreurs de saisie. Alors, pour faire ça, on revient dans notre environnement. Donc, le cœur de Cloud Run, c'est vraiment déployer un conteneur. Pour faire ça, il faut fournir un conteneur. Pour le fournir, on a plusieurs possibilités. Soit on crée un Dockerfile, mais ça prend du temps, c'est un petit peu verbeux. Soit on utilise Buildpack, l'API que Google a utilisé pendant des années pour déployer des applications sur App Engine ou sur Cloud Functions, des services orientés PaaS ou FaaS. Donc voilà pourquoi je disais que là, je ne suis pas autant libre que ce que je voudrais sur la version de mon runtime Java. Oui, en fait, tu es contraint parce que Google, de toute façon, il te fournit. C'est ça, je suis contraint parce que je prends Buildpack. Si j'avais fourni mon propre Dockerfile, je n'aurais pas eu de souci. Donc, on va devoir lancer la commande de compilation de notre application. Donc, on reste dans le répertoire de notre application ici, donc GCP livecoding-4, et je vais demander à Cloud Build de me générer une image en utilisant Buildpack. Donc, pour ça, toujours pareil, j'ai Cloud pour l'API Google, build, submit, pour dire je vais envoyer un nouveau build. Je le prends en entrée en disant -pack, pour dire que là je vais utiliser buildpack, donc c'est fourni par l'API GCP, il interprète la ligne de commande, et je lui dis l'image que je veux uploader dans mon container registry. Donc pour faire ça, je mets image égale gcr.io, Google Container Registry, facile à retenir, / le nom de mon projet, parce que je ne peux pas uploader n'importe où non plus, donc 2021 04 20, / le nom de mon image. Donc on va l'appeler GCP Live Coding par exemple. Donc là il est censé, voilà, on le voit en train de travailler, donc en fait ce qu'il fait, il prend les sources locales que j'ai sur mon ordinateur, il les envoie dans Cloud Storage, et à partir de ça, il va lancer un Cloud Build pour faire la commande Buildpack. Et donc Buildpack, ça marche comment? C'est basé sur un ensemble de stacks, très unitaire, et en fait ils vont analyser notre code, comprendre si on a du Maven, du Gradle, du Java, du Node, du Go, et à partir de ça, ils vont lancer les commandes correctes, la commande Maven qui va bien, dans notre cas, et la commande de containerisation. Tout ça se passe dans un builder, donc dans une autre image, dans un autre conteneur, c'est un conteneur qui build un conteneur. Oui, en fait, ça décharge vraiment ton boulot, parce que sinon il faudrait faire ça à la main presque. Exactement. Là, j'ai plus rien à faire, j'ai même pas besoin d'écrire le Dockerfile. On peut le voir ici à l'écran, on a bien la phase de détection, dans laquelle il détecte qu'on a bien du Java, du Maven, et ensuite, on voit bien qu'il a lancé la commande Maven wrapper clean package, avec le mode silence, etc. Donc il a tout fait pour moi, pas de souci. Mais par contre, c'est une image qui est propre à GCP? C'est-à-dire propre à GCP. L'image que ton Buildpack va faire, je peux l'utiliser que sur un GCP. Non, c'est une image que tu pourrais aussi utiliser dans ton environnement. D'accord, ok. Et ça, tu l'as déjà fait de le porter sur d'autres envies? C'est la promesse, logiquement, je ne l'ai jamais essayé. La promesse est censée être là, ce serait effectivement pour valider s'il y a des petites contraintes, mais en tout cas, la promesse est vraiment un conteneur. Donc après, le conteneur, on peut l'exécuter logiquement dans n'importe quel environnement d'exécution. Là, typiquement, on exécute une image dans Cloud Run, support Knative. Logiquement, la promesse est tenue. On est dans un cluster Kubernetes. S'il a le support Knative, on doit pouvoir exécuter notre image également. Effectivement, bon, toute logique, si la distrib est bien faite, mais elle est neutre. C'est ça, tout à fait. Donc il y en a pour un petit moment, il build tout ça. En parallèle, revenons dans l'interface GCP, et en fait, on peut aller voir avec Cloud Build qu'on est bien en train de builder notre application. Donc là, vous voyez, on a un build qui tourne. On clique dessus. On a accès au même log que ce que j'avais sur ma console en local. On peut voir un petit peu ce qui se passe. Et là, on voit qu'il a mis 1 minute 51 pour builder l'image.
Donc aujourd'hui, il est rapide. Parfois, il m'a déjà fait des 3-4 minutes. Ça dépend des temps. Donc là, on a une image dans Container Registry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous allez dans le service Container Registry de Google, vous récupérez votre image. Et là, vous avez bien GCP Live Coding qui a été uploadé. Vous avez bien ici votre image avec le tag latest. Parfait, j'ai une image dans le cloud, accessible par mon projet. Je peux enfin déployer mon Cloud Run. Pour faire ça, plusieurs options. On a l'interface, on a le SDK local, on a le fameux Cloud Shell qui s'est mis en veille depuis le temps que j'ai fait le code, donc il va se redémarrer. Encore une fois, c'est un stockage persistant 5 Go pour vous. Donc c'est très pratique. En effet. Dernière étape, le déploiement de l'application. Ouais. Donc j'ai Cloud, Run, Deploy, -image, hop là, -image, et on va lui passer le chemin de notre image, gcr.io/p programmer live coding-2021-04-20/gcp live coding. Si je ne me suis pas trompé, dans la ligne de commande, il va me poser des questions. Donc Cloud Run, il est un petit peu en 2-3 teintes maintenant. On a le mode Fully Manage. Donc là, c'est vraiment serverless à fond. Ouais. On envoie l'image, Google gère les serveurs, il gère la scalabilité, il gère tout pour nous. On a le mode un petit peu cloud hybride. On a encore un plateforme Anthos, on a un cluster Cube on-premise, on veut aussi avoir un cluster sur le cloud. On a Anthos pour faire ça. Et on a VMware. Moi, je prends l'option Fully Manage, je n'ai pas de cluster à ma disposition. Il me demande un nom de service. GCP Live Coding, c'est pas mal, on aurait pu l'appeler programmer, etc. Bon, ça c'est du nom. Et là, il va me poser une dernière question. Comme il m'a posé la question pour la base de données, dans quelle région être, il me demande où je dois mettre physiquement mon conteneur. On va prendre, j'aime bien prendre Europe Ouest 1, assez proche de chez nous. Et dernière question qu'il me pose, il me demande si j'accepte les invocations non authentifiées. Donc, et par exemple, est-ce que toi, tu pourrais invoquer mon application directement depuis ton ordinateur? D'accord. Oui, parce que je n'ai pas mis d'authentification en place. On pourrait avoir une vérification par bearer token par rapport à un compte Google connecté sur la plateforme, ce genre de choses. Faisons simple, on ne va pas s'embêter. Ouais. En fait, ça, c'est des subtilités quand tu fais des accès externes pour consommer ton app, en fait. C'est ça, tout à fait. Exactement, c'est la sécurité. Qui a le droit d'accéder à mon app, qu'elle est visible ou pas. Et là, on a plusieurs niveaux de sécurité. Si c'est des users finaux qui n'ont pas accès vraiment à Google, dans ce cas-là, il faut peut-être autoriser les accès non authentifiés, mais faire une sécurité côté applicative avec Spring Security. Ou alors, on peut demander à Google d'authentifier uniquement les gens qui ont déjà tel token en entrée, qui peut être un token de compte applicatif dans votre plateforme, autorisé à accéder à votre application. Donc, on peut avoir ces différents niveaux. Pendant qu'il déploie, je me suis rendu compte que je n'ai pas encore trop parlé de Cloud Run, donc je l'ai dit, c'est le nouveau bébé serverless de Google Cloud, vraiment à la mode. Pourquoi? Pour, selon moi, la tarification vraiment attractive. En fait, dans Cloud Run, vous ne payez que lorsque votre requête est en train d'être traitée. Vous payez du temps de traitement de la requête jusqu'au renvoi de la première réponse. À partir de ce moment-là, vous arrêtez de payer. Donc, premier requêtage, c'est assez long parce que le GCP va démarrer votre conteneur. Vous allez être facturé pour le temps de traitement de la requête. Après, vous n'allez plus le facturer, mais il va rester up, il va rester hot, comme on dit dans le cloud. Et si vous avez une requête B qui arrive, là, vous allez avoir un temps d'exécution équivalent à une production classique tout le temps up, parce que votre conteneur ne sera pas down, et vous allez payer que pour la requête B. D'accord, oui, en fait, c'est une autre manière de décompter, en fait. C'est habituellement, dans le cloud, quand on fait un billing, c'est lorsque ton service il est en on, c'est ça. Et lorsqu'on le met en off, effectivement, on est censé ne plus être en billing. Donc là, effectivement, ton GCP nous propose encore une autre approche. C'est ça. Une autre approche de facturation. C'est la même approche que Cloud Functions, où Cloud Functions c'est la même chose. On était payé par le traitement de la requête. App Engine, on avait des instances qui étaient démarrées, qu'on pouvait manuellement éteindre si on voulait. Et donc App Engine, on payait dès que l'application était up. Oui, tout à fait. Donc là, on a la facturation à la fois de Cloud Functions avec de la configuration, une application qui peut être aussi comme du App Engine. Oui, en fait, c'est un petit peu plus précis. Sans doute. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et une autre grosse différence entre Cloud Functions, c'est que Cloud Run permet des requêtes en parallèle. Cloud Functions, c'est un conteneur, une requête. D'accord. Cloud Run, c'est un traitement relativement classique. Vous avez votre serveur qui va pouvoir gérer jusqu'à 80 requêtes en parallèle. Et après, c'est à vous de gérer l'autoscaling. Combien d'instances vous voulez avoir? Plus vous avez d'instances, plus vous allez payer. Donc attention, là, je ne l'ai pas défini. Mais il faut bien penser à définir une instance max, ce que je fais très souvent par réflexe. Quand je fais des tests, j'en mets souvent 2 ou 3, histoire d'être sûr. Je ne veux pas envie que mes environnements de test, ils me facturent des milliers d'euros. Oui, parce que ce qu'on oublie souvent de faire quand on est dans de l'autoscaling, c'est de définir les quotas supérieurs limites. Parce que si effectivement on ne pense pas à les configurer comme il faut,
on va dire que la facture explose. Hein. À la fin, c'est Ouais, salé. Quoi, comme on tout dit. à fait. Ouais. Il y a eu pas mal d'histoires par rapport à ça, où Ouais. des gens ont fait des boucles récursives d'appels de services Google, ils ont eu plusieurs centaines Alors, oui. de milliers d'euros. Alors effectivement, quand on fait de l'autoscaling, c'est super pratique. Par contre, effectivement, il faut bien faire attention à tous ces petits détails, parce que c'est ce qui va coûter au final extrêmement cher. C'est ça, tout à fait. Pour revenir à l'API, maintenant notre code pour tester bientôt pour la fin. Là, vous voyez dans mon service URL, dans ma console, j'ai une URL qui a été déployée. Je peux aussi y accéder directement maintenant dans Cloud Run. Donc j'ai l'interface sur Google, Cloud Run, et là vous voyez maintenant, j'ai mon service qui s'appelle GCP Live Coding, qui autorise les appels non authentifiés. Et là, on a l'URL qu'on peut retrouver, donc je peux copier l'URL, et je vais aller dessus dans /messages. Et là, logiquement, la première requête prend toujours un peu de temps. Forcément, il démarre le conteneur. Donc pour aller voir ce qui se passe, on peut aussi aller voir dans les logs Cloud Run, et on verra ce qu'il est en train de faire. Là, le temps que les logs s'affichent, ce qu'on va bientôt se rendre compte. Donc l'API a été plus courte à démarrer que l'affichage des logs, donc je re-switch rapidement. Là, on voit qu'on a bien un message qui nous est affiché dans notre Cloud Run. Donc là, encore une fois, sans rien avoir à configurer, la connexion Datastore est portée par l'environnement d'exécution Google. Donc je n'ai pas besoin de configurer, il faut avoir un compte de service qui ait les droits d'accès à Datastore. Attention, là j'ai un compte de service par défaut, ils sont fournis par Google, ils ont beaucoup de droits, on respecte les principes de sécurité, on essaye d'avoir des comptes de service avec un accès restreint à votre environnement, on n'est jamais trop prudent. Ouais. Donc effectivement, on applique ces politiques de sécurité. Tout à fait. Même en intégration, dans n'importe quel environnement, parce que vous avez accès à trop de choses. Ouais. Donc voilà pour le message. Et là, si on va voir dans les logs, rapidement pour terminer, on peut voir qu'on a démarré Spring Boot. On peut voir que sur Cloud Run, il a mis quasiment 9 secondes à démarrer. Ça peut être un temps plus ou moins acceptable, sauf que maintenant, la prochaine requête, elle ne mettra pas 9 secondes avant d'avoir un retour. Elle aura directement le retour automatique parce que c'est déjà démarré. Ouais. Donc le même conteneur récupère toutes les requêtes en parallèle. Oui. On précise quand même qu'un service qui est déjà chaud, ou tiède d'ailleurs, il démarre beaucoup plus vite et puis surtout il est beaucoup plus disponible qu'un service froid. C'est ça. Parce qu'on rappelle qu'un service froid, effectivement, le temps qu'il démarre, on a effectivement une certaine latence et si votre code est sensible effectivement à la latence, ça peut générer intrinsèquement des erreurs. Donc pensez effectivement à voir si vous devez avoir des services chauds ou froids parce que ça va jouer pas uniquement sur le billing, mais aussi sur les fonctionnalités et sur la disponibilité intrinsèque de votre app. J'aime bien résumer ça par expérience utilisateur. Souvent, ils vont avoir un temps un peu réduit, une latence plus forte. Voilà. Après, c'est beau. Qui n'aiment pas du tout d'ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est clair. Bon, ils sont habitués maintenant à avoir des services qui répondent en 3 secondes et en 2 millisecondes. Et du coup, en tant qu'ouverture, ce qui peut être pas mal, on fait beaucoup la guerre en ce moment au temps de démarrage des conteneurs, justement, parce qu'on aimerait bien, par exemple ici, si j'ai 3 requêtes d'un coup, j'aurai 3 serveurs en parallèle qui vont démarrer en 9 secondes. C'est peut-être pas acceptable pour les users. Donc on fait un peu la guerre à ces temps de démarrage. Et là, on voit des frameworks qui arrivent concurrents à Spring, Quarkus, Micronaut, qui ont des temps de démarrage beaucoup plus courts. Et même, on entend parler des images natives, qui prennent beaucoup plus de temps à builder, donc je me suis déjà amusé avec, ça prend 20 minutes à builder parfois. Derrière, le uptime, il est en quelques millisecondes. Ouais. Donc là, il n'y a quasiment pas de latence pour les users, c'est incroyable. On a quasiment un service qui est tout le temps hot finalement. Donc c'est assez intéressant comme approche, quoi. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc des petits loupés sur les dépendances Maven, mais ça, qui n'en fait pas de toute façon dans ses projets. On a pu déployer une application Spring Boot qu'on a créée from scratch. Ouais. Tout ça je vais peut-être beaucoup parler aujourd'hui, mais une bonne demi-heure, je pense, avec un déploiement et un accès en production à des users partout dans le monde, directement dans GCP comme cloud provider. Super. Thibaut, un grand merci à toi. J'espère que ça vous a permis de découvrir Spring. Ça, c'est classique. Hein. Bon, effectivement, on le connaît, marché connu. Par contre, effectivement, on connaît un petit peu moins tout ce qui est Google Cloud Platform. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de vous remettre un petit peu main dessus parce que c'est vrai qu'on en parle moins que les deux autres, en fait. Mais c'est toujours utile de rappeler que Google a aussi effectivement un cloud public qui a aussi pas mal de choses à nous raconter. Merci Thibaut. Et j'espère que cette session de live coding vous a plu. Alors pour cette session de Wordmorphing, on va retrouver Thibaut qui nous a parlé il y a quelques secondes de GCP, donc de comment on déploie effectivement une application Java sur le GCP, donc le Google Cloud Platform. Thibaut, donc tu nous as présenté en quelques minutes la plateforme, comment on fait au bout du compte de l'hybridation entre le on-premise et à
à la plateforme cloud de Google. Alors pour toi, quels sont un petit peu les usages que l'on peut avoir par rapport à GCP? Est-ce qu'on va avoir les mêmes usages qu'avec un Amazon ou qu'avec un Azure? Alors, pour le coup, j'avoue que souvent, l'offre de service est un peu moins vaste que sur du Amazon. On a une gamme d'offres qui est plus restreinte. Par contre, on va couvrir les mêmes use cases pour moi. Et effectivement, pour faire des missions un petit peu avec des clients, pour les faire migrer dans le cloud, ce genre de choses, on retrouve quand même toute la gamme de services dont on a besoin. Donc oui, clairement, ils ont investi beaucoup d'efforts pour rattraper, on va dire, un petit peu ce côté-là. La grosse force pour moi de GCP, c'est aussi le côté IA, intelligence artificielle, dans lequel ils ont vraiment mis aussi une force de frappe impressionnante et ils ont des outils qui sont vraiment à la pointe. Donc voilà, c'est vraiment une offre très mûre sur laquelle on peut partir pour moi sans souci. D'accord. Alors tu nous as présenté, alors je reprends un petit peu en vrac, effectivement, bon, tu nous as montré l'intégration avec le fameux IDEO de JetBrains, de comment effectivement on interagit avec tout ça, le fameux SDK aussi qu'on va installer effectivement en local. Tu nous as parlé aussi de Buildpack. Alors je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité assez intéressante. Comment toi tu ressens ça, toi qui l'utilises un petit peu en prod mais dans des projets? Est-ce que pour toi c'est un vrai plus cette fonction-là? Ça va vraiment dépendre de la cible de production pour moi, ces questions sur Buildpack, c'est parce que vous avez moins la main. Donc ça dépend aussi de la culture entreprise. Il y a des entreprises qui aiment bien avoir la main sur ce qu'ils vont déployer, exactement ce qui est installé. Buildpack peut être un petit peu plus opaque si on prend quelque chose qui est fourni par défaut par un provider. Donc après, on peut aussi très bien vouloir offrir une expérience de développeur équivalente, parce que là vous l'avez vu, en fait, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est l'expérience de développement. Je n'ai pas de Dockerfile à gérer, quelque chose est compilé pour moi, je n'ai pas d'attache forte à une version de runtime particulière. Donc si c'est votre orientation d'entreprise d'offrir ça à vos développeurs, alors il faut orienter vers un Buildpack que vous maîtrisez vous-même, vous maîtrisez la stack à installer. Mais par contre, là l'image qui est générée in fine, est-ce qu'on a accès effectivement au code, enfin de nos scripts de l'image, est-ce qu'elle est aussi en boîte noire? J'ai pas été jusque là pour trouver un petit peu si j'avais accès au script ou pas. Après, Buildpack, ça reste, pour le coup, on peut accéder au Buildpack sur GitHub, c'est possible. Donc éventuellement, à partir de là, on peut retrouver ce qu'on a installé. Par contre, recevoir directement de l'image ces informations-là, ça, je suis pas certain. D'accord, ok. Et pour toi, donc, c'est vraiment, on passe pas l'intérêt, c'est d'automatiser vraiment au maximum tout ce process-là, en fait. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, parce que l'idée, pareil, le Dockerfile, sinon, c'est souvent une équipe tierce qui le fournit. Ou alors, c'est le développeur qui est responsable de ça, mais du coup, il y a toujours des accrochages avec les équipes. Là, on diminue le couplage entre les deux. Chacun est responsable de sa stack, on va dire. Le développeur, il code son application, il la développe, il la package jusqu'à ce qu'il puisse la packager, donc le jar Spring Boot en l'occurrence. Et l'équipe qui gère le déploiement va installer la stack pour, elle, avoir son ensemble, on va dire, par exemple, outils de monitoring, outils de debugging, traçabilité JVM, ce genre de choses, dans les images qu'ils veulent déployer. Mais comment tu fais du versionning alors avec ça? Le Buildpack, du coup, c'est dans GitHub, donc tu peux très bien versionner ton Buildpack, ton packer, comme on appelle ça, tu peux le versionner toi. Après, moi, mon application, elle est versionnée sur GitHub, donc chacun versionne son bout de code, et après, du coup, la compilation, l'assemblage des deux se fera au moment du build. D'accord. Et après, les images, on peut les taguer avec un numéro, avec un tag particulier. Moi, mon code, il est versionné aussi. Le code le packer est versionné aussi. Donc à partir de là, en fait, on est vraiment dans une phase beaucoup plus infrastructure as a code. Le code de la source de vérité, on fait des audits, qu'est-ce qui a changé, est-ce que ma machine a changé? On est vraiment maître de tout ce qu'on fait ici. Mais par contre, si je t'écoute bien, on ne va pas utiliser de l'Ansible ou de Terraform ou du Salt pour faire du Buildpack, a priori. Alors après, c'est différent, parce que du coup, Ansible, ce genre de choses, c'est plutôt des outils système, de ce que j'en ai vu et utilisé, qui vont permettre d'installer des machines dans un environnement, dans un cluster, donc démarrer une machine virtuelle, installer une stack technique. Là, on est vraiment plutôt côté conteneurisation, et j'ai déjà mon cluster qui est prêt, peut-être managé par du Ansible d'un côté, mais si je ne me trompe pas, avec Kubernetes, normalement, on n'a pas ce besoin-là. Et du coup, ce sont les images que nous, on va déployer dans un conteneur. Donc c'est plutôt orienté conteneur, et c'est pas forcément l'approche Ansible de ce que j'en ai vu dans mes projets en tout cas. D'accord. Et comment tu vas arriver à faire du monitoring de tout ça? Alors, c'est une question que je me pose beaucoup, parce que justement, monitoring de la JVM à part entière, ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas accès à tout ça. Ah oui. Donc, dans GCP, on a des outils de développement qui sont utilisés. Donc là, par exemple, je peux aller dans la partie profiler de Google qui me permettrait, si j'installais les bonnes stacks, les bons agents Google, d'avoir des retours, des métriques sur mon application, comment elle se comporte. On a accès à la partie debugger,
où en fait on peut mettre des sortes de snapshots dans Ouais. le code, des log points également, et en fait, sans ralentir la production, Google, il va nous, alors quand je dis Google, GCP du coup, il va être capable de récupérer le code, comme vous avez eu un breakpoint dans votre IntelliJ, pour savoir ce qui s'est passé, quel était votre stack d'appel, l'état des variables, etc. D'accord. J'ai pas encore trouvé avec Cloud Run en version Buildpack comment le gérer nous-mêmes. Par contre, en gérant moi-même mon Dockerfile, j'ai installé les différents agents Google et j'ai pu avoir accès à la traçabilité, au profiling, au débugage. Mais il y a pas D'accord. encore, c'est pas encore aussi, j'ai pas encore trouvé l'outil aussi poussé pour monitorer la JVM comme un bon JMS, Java Mission, JMC, pardon, Java Mission Control, ou ce genre de choses. D'accord. Alors, la question éternelle qu'on pose dans le monde informatique depuis au moins 30 ou 40 ans, c'est, bon, ok, on a donc le Google, on a nos apps, nos codes actuels. Alors, est-ce qu'on est plutôt dans du from scratch, donc des projets qu'on va démarrer à zéro, ou est-ce qu'on va faire du workload d'existant et qu'on va porter sur du GCP? Alors, je sais que c'est toujours une question un petit peu en tarte à la crème, parce que c'est un sujet, c'est un débat qu'on a dans le monde informatique depuis que les applications existent. Donc, pour toi, est-ce que tu le conseilles plutôt pour de nouveaux projets, ou est-ce qu'on est capable vraiment d'adapter du code actuel pour faire un deploy sur du GCP? Alors, l'adaptation du code, ça va dépendre de notre stack actuel. Si on a une stack qui n'a pas été pensée pour être cloud, donc pour le coup, on a les 12 App Factors, qui sont des facteurs publiés par la CNCF, Cloud Native Community Foundation, si je ne me trompe pas, qui permettent de dire quels sont les on va dire, attributs que doit avoir une application pour être compatible dans le cloud. Donc, quand on parle de migration de code, il faut déjà que l'application, si on veut la mettre on-premise sur le cloud, il faut qu'on commence à réfléchir aussi à ce niveau-là. Donc, il y a déjà une culture à prendre, une culturation à faire au niveau du développement. Après, il y a une culturation à faire au niveau des équipes. L'architecte, il n'a pas forcément la main sur tout comme il aimerait l'avoir, et on n'a pas forcément la main sur les images qu'on veut installer à 100%. C'est un compromis à trouver. Pour le coup, pour l'instant, j'ai vu des entreprises qui restaient un petit peu dans leur ancienne application on-premise et qui commençaient à démarrer des projets from scratch dans GCP et qui petit à petit migraient leur workload. Mais effectivement, l'approche actuellement qu'on voit, quand les gens n'ont pas l'habitude, ils préfèrent d'abord avoir des applications from scratch pour monter en compétences, maîtriser le sujet, avant d'avoir le coût de faire la migration de développement, plus la migration de culture architecturale, parce que gérer son cluster cloud, on ne le gère pas pareil que comme on le gère on-premise, par exemple. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que lorsqu'on fait une migration de workload comme ça, du on-premise au cloud, souvent on va passer par une étape de IaaS avant de faire du PaaS. Tout à fait. On aime bien souvent prendre ce qu'on a on-premise, mettre la copie conforme dans le IaaS et ensuite, à partir de là, bénéficier de petits outils à gauche à droite, par exemple la stack intelligence artificielle de Google, qui permet de faire des choses en plus. Donc, tout à fait. Effectivement, ça rassure un petit peu l'entreprise de faire cette étape-là. Alors, je comprends. Ça rassure. Par contre, on ne tire pas profit des désavantages que l'on va avoir dans la plateforme. La facturation, en tout cas. C'est ça, tout à fait. On délègue juste les machines, on les met sur cloud, donc on a effectivement une scalabilité relativement infinie en fonction de son porte-monnaie, parce que forcément les machines IaaS sont plus chères que par exemple du cloud classique, c'est ça. Mais effectivement, après, en fait, c'est la culturation qui est importante. C'est le fait de changer un petit peu de paradigme, tu l'as dit pendant le début de l'émission. On change un petit peu de paradigme par rapport à ça, c'est important qu'elles montent en compétences et qu'elles apprennent les nouveaux mentalités, façon de faire quand on est dans le cloud. Ok. Alors, on dit souvent, et ce sera le mot de la fin, que la doc, c'est toujours un point focus que le développeur ne doit jamais oublier. Donc, je rappelle, lisez la doc, le Farmer TFM. Je ne dirai pas ce que c'est parce que c'est un petit peu vulgaire, mais je n'en pense pas moins. Comment tu juges la doc de GCP? Honnêtement, très bonne. Vraiment, la doc est vraiment complète, elle est bien faite, elle est bien maintenue. Ils ont même leur Google Trad qui traduit la doc français, anglais, machin comme on veut. Mais c'est de la bonne trad parce que parfois c'est un petit peu... Alors moi je la lis en anglais du coup parce que c'est plus simple, on a l'habitude après de ce genre de choses. Mais vraiment, la doc elle est très complète, de bonne qualité. Parfois un peu trop de choses, on se trompe un petit peu, mais vraiment la documentation permet de faire déjà franchir un grand cap tout seul. Seul, avec la documentation, on peut commencer à prendre en main Cloud Run, App Engine, ce genre de choses facilement. Ok, donc si vous voulez découvrir un petit peu la GCP, vous lisez la doc, vous faites les fameux tutos parce que c'est toujours utile, vous les modifiez et puis après on se lance. Thibaut, un grand merci à toi. Merci à tout le monde. J'espère que C'est d'heure du dev épisode 2 vous a plu et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à très bientôt. Salut.